Depuis quelques années, je n'évalue plus du tout de la même manière. Si vous êtes également dans une réflexion pour changer votre manière d'évaluer, ou si vous vous questionnez sur la place qu'occupe l'évaluation dans votre pratique, alors cette vidéo est pour vous. Avant d'entrer dans le détail de mon fonctionnement et surtout de mon évolution en matière d'évaluation, je voudrais d'abord revenir rapidement sur ce qu'on entend par évaluation. Généralement, on considère qu'une évaluation, c'est une confrontation entre un référent, dans notre cas une production d'élèves, et un référentiel. Pour nous, il s'agira de connaissances ou de compétences attendues. Mais l'évaluation ne poursuit pas toujours le même objectif. À la faculté d'éducation, j'ai découvert, lorsque j'ai été formée, qu'une évaluation pouvait avoir plusieurs visées. Parlons d'abord de l'évaluation diagnostique. Elle est généralement réalisée au début de l'apprentissage d'une notion. Elle a pour but de mesurer les acquisitions préalables ou les éventuelles lacunes des élèves. Elle permet ensuite d'adapter ou de différencier son enseignement. Inutile par exemple de passer du temps sur l'addition et la soustraction en début de cycle 3 si l'évaluation diagnostique montre que c'est acquis pour tout le monde. A l'inverse, si on constate que la soustraction avec retenue, pourtant travaillée l'année précédente, n'est pas acquise, on prévoira d'y passer un peu plus de temps que prévu. Comme de nombreux enseignants, j'utilise beaucoup cette forme d'évaluation en tout début d'année pour prendre un peu la mesure du niveau et du comportement de mes élèves dans le travail. Cela m'aide à adapter mes progressions et à différencier mon enseignement. Je l'utilise également pour certaines séquences que je juge particulièrement importantes. Vient ensuite une seconde évaluation, l'évaluation formative. Je dois avouer que je pense un peu moins souvent à l'utiliser, et c'est dommage car elle aide les élèves à s'approprier leur travail. Cette forme d'évaluation se fait en cours d'apprentissage, et elle a l'avantage de fixer les critères de réussite de l'élève. Je l'utilise systématiquement en rédaction, en fournissant à mes élèves une grille de relecture et d'auto-évaluation. Ils doivent par exemple se demander s'ils répondent bien au sujet, s'ils ont utilisé des mots de liaison, s'ils ont pensé à la ponctuation, etc. Dans le cadre d'une pédagogie explicite, il serait intéressant que j'utilise plus souvent ce dispositif. En effet, les élèves ne savent pas toujours pourquoi ils ont réussi ou échoué et comment y remédier. Les critères de réussite nous paraissent à nous enseignants évidents, mais pas forcément pour eux. C'est donc une piste d'amélioration pour moi à creuser. Vient enfin une troisième forme d'évaluation, l'évaluation sommative. C'est une évaluation qui intervient à la fin de l'apprentissage. Elle a pour but de valider ou non une connaissance ou une compétence par rapport aux objectifs d'apprentissage fixés par la séquence. C'est sur cette dernière forme d'évaluation que j'ai le plus évolué ces dernières années et que j'ai fait porter mes efforts. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai tout d'abord reproduit le schéma que je gardais de mes années comme élève puis étudiante. Pour chaque notion étudiée, je proposais des évaluations sur 20 points avec plusieurs exercices différents, sans jamais qu'il me vienne à l'esprit de remettre en question ce fonctionnement. L'évaluation venait clôturer une séquence et représentait soit une récompense si elle était réussie, soit une sanction si elle n'était pas validée. On la corrigeait en classe, parfois, mais pas toujours, et on passait à la suite. Après quelque temps, j'ai pris conscience que cela ne me convenait pas du tout. Du point de vue des élèves, l'évaluation était une source de stress importante, car elle avait un côté définitif et jugement assez violent. Du coup, c'était un exercice détesté par la plupart des élèves. Pour moi, c'était également une étape très frustrante.
Que faire des élèves n'ayant pas réussi? Est-ce que cela avait du sens de leur dire « Bon bah tant pis, tu verras ça l'année prochaine, parce qu'il faut bien avancer dans le programme ». Mais je ne savais pas par quoi commencer pour réformer ma manière d'enseigner et ma manière d'évaluer. Si je prends le temps de refaire un peu l'historique de mon parcours, je me rends compte qu'en réalité, j'ai commencé par le moins important. Ce n'était pas volontaire, ça s'est présenté comme ça. L'Éducation nationale nous a demandé à un moment donné de ne plus mettre de notes sur 20 ou autre et d'évaluer plutôt par compétences. C'est comme ça que j'ai commencé à revoir ma manière d'évaluer. J'ai d'abord décidé d'utiliser 3 niveaux de réussite. 75% de réussite et plus, la compétence est validée et je colorie la case en vert. De 50% à 74% de réussite, la compétence est en cours de validation et je colorie ma case en bleu. Enfin, avec moins de 50% de réussite, je considère que la compétence n'est pas validée et je colorie la case en orange. Ça a été la première étape. Ensuite, j'ai observé les évaluations diagnostiques qui étaient proposées par l'Éducation nationale. Et là, j'ai réalisé qu'il était tout à fait possible de faire une évaluation sans forcément qu'elle fasse une page entière, ce qui était souvent le cas avec mes évaluations sur 20 points. Maintenant, dans mes évaluations, il y a généralement 8 ou 12 items évalués. Je fais le choix d'avoir des multiples de 4 parce que ça me facilite aussi la vie. Si l'élève a 4 items pour s'évaluer, il aura droit à une erreur pour valider sa compétence. Si il y a 8 items, il aura droit à 2 erreurs. S'il y a 12 items, il aura droit à 3 erreurs, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile pour moi à corriger et pour l'élève à savoir quels seront ses critères de réussite. Je me suis ensuite attaquée au changement le plus important, mais aussi le plus difficile pour moi, faire évoluer la place de l'évaluation dans l'esprit de mes élèves, mais également pour moi. J'ai été aidée par les conseillers pédagogiques de ma circonscription qui m'ont poussée dans mes retranchements et je ne le regrette vraiment pas. Mais il m'a fallu du temps pour y arriver, ça n'a pas été facile. Maintenant, mes élèves passent leurs évaluations à leur rythme, lorsqu'ils se sentent prêts. Le fait d'utiliser les plans de travail m'aide bien sûr beaucoup, puisque les élèves ne passent pas les évaluations tous en même temps. Si vous souhaitez voir mes vidéos sur les plans de travail, vous pouvez les retrouver en suivant ce lien. Si un élève se rend compte durant son évaluation qu'il n'est pas prêt, il peut s'arrêter et il peut me demander un renforcement. Il peut reprendre sa leçon et repasser l'évaluation le lendemain. Ça, c'est un changement pour moi très important et que j'ai mis du temps à accepter. De la même manière, si un élève termine son évaluation mais ne valide pas sa compétence parce qu'il a en dessous de 75% de réussite, il peut repasser l'évaluation après avoir fait un renforcement. Et ce fonctionnement a tout changé. Maintenant, l'évaluation n'est plus un aboutissement. C'est juste un outil de mesure qui permet de savoir si on peut poursuivre l'apprentissage ou s'il faut rester plus longtemps sur une notion. Ça, c'est vrai aussi bien dans mon esprit que dans celui de mes élèves. Cela a enlevé à mes élèves une source de stress. Ils sont toujours volontaires et enthousiastes à l'idée de passer les évaluations, ce qui me surprend à chaque fois, et d'ailleurs les résultats sont bien meilleurs depuis qu'ils ont une seconde chance. Ils valident bien plus de compétences ou de notions qu'auparavant. J'ai une autre particularité dans mon dispositif. Lorsqu'un élève ne fait aucune erreur dans tous les exercices d'apprentissage d'une notion, il est alors dispensé de passer l'évaluation. C'est très motivant pour les élèves car cela les incite à s'appliquer durant leur processus d'apprentissage. C'est une motivation supplémentaire. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi à accepter et à mettre en place parce que je craignais toujours la réaction des parents. Je me disais que s'il n'y avait pas d'évaluation, les parents pourraient se plaindre ou craindre que je ne fasse pas assez travailler leurs enfants. Mais en réalité, ça a été très bien accepté
puisque je l'avais bien expliqué au moment de ma réunion de rentrée. Pour passer leurs évaluations en français ou en mathématiques, mes élèves ont le choix entre deux moyens. Une version en ligne des évaluations ou alors un livret papier. Mes élèves apprécient particulièrement de passer leurs évaluations sur ordinateur. J'utilise pour cela le site internet gratuit de la cuisinière, créé par le réseau Canopé. Si cela vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à cet outil. N'hésitez pas à me la demander en commentaire. Si mes élèves préfèrent passer leurs évaluations de manière plus traditionnelle, ou alors s'ils réussissent mieux en version papier qu'en version informatisée, il leur suffit de me le dire et de me demander leur livret d'évaluation papier. Voici à quoi ressemblent ces deux dispositifs. Lorsqu'il arrive sur la cuisinière, l'élève va d'abord rentrer le code de son évaluation. Il va cliquer sur accéder à l'exercice et l'évaluation apparaît. Il va écrire son nom et il va faire son évaluation. Donc ici sur la première figure, c'est la droite 2 qui est axe de symétrie. Sur la seconde figure, c'est la droite 1 et sur la dernière, c'est la 3. Lorsqu'il a terminé, il envoie sa copie, un code CEDIT qui n'est pas utilisé, et moi je vais voir la copie en accédant à mon espace personnel, celui de l'enseignant. Lorsque j'accède à mon espace personnel, toutes les évaluations sont ici représentées. Je sais quelle évaluation il a passé, je sais qu'il a passé la 2 page 32, je vais donc aller voir ses résultats. Et je m'aperçois que 2 élèves ont passé le test et je vois qu'ils ont 100% de réussite. Si ce n'est pas le cas, je peux aller regarder de manière plus précise leurs réponses pour voir où ils se sont trompés afin de proposer une remédiation et de repasser l'évaluation. Voici un autre exemple d'évaluation, en français cette fois-ci. On voit qu'il y a plusieurs parties. Une partie A où il faut recopier le verbe d'état que l'on aura trouvé dans les phrases, et une seconde partie où il faudra choisir la bonne réponse, donc plus avec un système de cases à cocher. Et voilà, je crois bien que j'ai fait le tour des changements qui sont intervenus au fil des années dans ma manière d'évaluer. En conclusion, je dirais qu'évidemment, le système n'est pas parfait. D'abord, ce dispositif me donne beaucoup plus de travail qu'au début de ma carrière, puisque je dois pouvoir fournir des renforcements différents du premier apprentissage aux élèves qui ont des difficultés. Et puis je dois ensuite les corriger. Cela me fait également double correction dans la mesure où certains élèves passent 2 fois leurs évaluations. Même si je sais qu'étant au début du cycle, les élèves ont encore 2 années pour gagner en maturité et débloquer certains verrous, j'éprouve toujours une certaine frustration quand 1 ou 2 élèves ne valident pas une compétence. Certaines collègues vont encore plus loin dans leur perception de l'évaluation. En fait, elles ont totalement abandonné l'évaluation sommative en début de cycle, c'est-à-dire par exemple dans mon cas en CM1. Elles évaluent uniquement par l'observation des travaux quotidiens des élèves. Je trouve que ce lâcher-prise est formidable pour que chacun soit libéré des contraintes et travaille sereinement. Mais je dois avouer que je ne suis tout simplement pas prête à cela. Mais peut-être à l'avenir que j'évoluerai dans ce sens, qui sait ? Ce qui est certain par contre, c'est que depuis que ma perception de l'évaluation a changé, j'ai l'impression que mes élèves sont plus sereins en classe. Ils sont plus investis dans leur travail et, je pense, mieux les accompagner en prenant en compte leurs différences. J'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes publications, et puis cela m'aidera à gagner en visibilité sur les réseaux. Vous pouvez aussi mettre un pouce pour m'encourager. Il me reste à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.